Salut à toutes, salut à tous. Alors, je vous l'avais dit, on va faire un direct, on va passer un moment ensemble. Ceux qui ont suivi les Zooms nationaux tous les mercredis, depuis plus d'un mois et demi, sont habitués à ce qu'on vive comme ça des directs, des webinaires. Mais là, c'est un direct sur notre page Facebook pour vous parler de la lettre que nous a fait la ministre de la Santé, lettre qui vient après le mouvement historique. J'insiste bien sur le terme historique. N'ayons pas peur des mots, j'y reviendrai dans la soirée, que nous avons mené avec une intersyndicale qui a tenu depuis plus de un mois et demi, 2 mois, et ça aussi c'est évidemment historique. Je reviendrai sur la forme, je reviendrai sur le fond. La ministre nous a donc écrit, vous savez qu'on a commencé à la voir en bilatéral, tous les syndicats n'ont pas été vus, elle a vu la CSMF, elle a vu l'UFML, elle a vu MG France, elle a vu le SML et Avenir Spé le Bloc, elle n'a pas vu la FMF, elle n'a pas vu les jeunes, ce qui n'est pas le moindre des affronts, mais on y reviendra. Et suite à ces bilatérales où nous avons discuté, je vous raconterai un petit peu comment ça se passe. La ministre nous a écrit, il faut savoir qu'on avait une première intersyndicale hier soir, où on devait parler de la suite du mouvement et où les journalistes nous pressaient quant à cette suite d'événements, de mouvements. Et puis on a appris que la ministre allait adresser un communiqué de presse. Et donc nous avons dit non, un communiqué de presse, ça ne nous va pas. Ça n'engage pas la ministre ni le gouvernement sur le plan juridique. Ce que nous voulons, c'est une lettre avec le tampon du gouvernement et signée par la ministre. Donc, dans le courant de l'intersyndicale d'hier soir, nous avons appris que, parce qu'il y a des allers-retours entre les intersyndicales et le ministère, nous avons appris 5 minutes après que la ministre allait donc se fendre d'un courrier signé de sa main. Ce matin, on a reçu un premier document qui était une lettre qui présentait en quelque sorte le communiqué de presse, et donc on a dit ça ne va pas du tout. Et puis dans la journée, la ministre nous a écrit effectivement un document qui résumait les prises de position qu'elle avait prises devant les différents syndicats qu'elle avait rencontrés en bilatéral. Alors oui, je sais, cette lettre, elle n'est pas globalement satisfaisante. Il y a des points qui vont dans notre sens, et je vous dis tout de suite que nous ne sommes pas des perdreaux de l'année, nous ne confondons pas ce qui est annoncé, décrit, déclaré et la réalité. J'y reviendrai. Il y a pas mal de points quand même, mais ça me permet, quand je parle de ces pas mal de points qui vont dans le sens du mouvement historique que nous avons imprimé et que vous avez mené, ceux qui regardent cette vidéo en ce moment et ceux qui la regarderont, ça m'amène à vous parler de ce que ce mouvement a déclenché. Souvenez-vous, ce mouvement, il a débuté le 5 janvier pour aller jusqu'au 15 janvier avec, vous le savez, une manifestation nationale le 10 janvier. Ce mouvement, il a été annoncé bien avant, 2 mois et demi pour la médecine de ville, 2 mois et demi avant, et 7 mois auparavant pour l'exil en Belgique, puisque Philippe Cuc et son syndicat Le Bloc, avec les anesthésistes, les gynéco-obstétriciens, les chirurgiens, ils ont mené ce mouvement depuis la fin août. Il faut savoir que le fait d'avoir annoncé ces mouvements très tôt, le fait d'avoir su montrer, et notamment par vos présences aux Zooms nationaux tous les mercredis, ça a bougé les politiques. Souvenez-vous, parce que on a tendance à l'oublier. Dans ce PLFSS, il y avait un article qui portait atteinte au secteur 1. Souvenez-vous, c'était le fait qu'on enlevait les avantages fiscaux que vous aviez quand vous acceptiez la modération tarifaire du secteur 1. Cet article, par la mobilisation que nous avons su montrer avant même de commencer concrètement le mouvement le 5 janvier, cet article a été éliminé. Il y avait un article, vous vous souvenez, qui surtaxait les revenus en lien avec le secteur 2. Cet article a été également enlevé avant que nous commencions le mouvement parce que nous avons su montrer en intersyndical et vous par votre présence, nous avons su montrer quel poids nous mettiez dans ce mouvement et ce qui risquait d'arriver aux politiques s'ils maintenaient ces articles. Et donc, ils ont retiré cet article. Il y avait l'article 24 qui s'est retrouvé ensuite dans le 26 quater, mais qui a été également
retiré sous la pression. Et puis il y avait tous les articles autour du dossier médical partagé. Vous savez qu'il y avait des amendes allant jusqu'à 10 000 € pour chaque médecin et jusqu'à 100 000 € par établissement si l'on ne renseignait pas ou qu'on ne consultait pas ce fameux DMP à chaque acte de soins, j'insiste bien, à chaque acte de soins. Cet article a été retiré par le Conseil constitutionnel qui a considéré que c'était un cavalier législatif. On est attentif parce qu'on pourrait revoir évidemment cet article dans d'autres décrets-lois. Pour l'instant, il est écarté. Donc, ce qui portait atteinte au secteur 1 a été enlevé, la surtaxation du secteur 2 a été enlevée, l'article 24 a été enlevé et on a retrouvé des morceaux de l'article 24 dans le 26 ter et le 26 quater qui sont devenus ensuite 77-78, j'y reviendrai. Et puis le DMP a été mis en pause. Ça déjà, c'est vous. C'est une part de votre victoire et vous ne vous êtes pas mobilisé plus loin. J'y reviendrai. On a eu une intersyndicale qui a tenu tout le long du mouvement, du 5 au 15, et très franchement, l'UFML n'est pas pour rien dans ces dates du 5 au 15. Nous les avons fait accepter. Et c'était important, parce que dans le cortex politique, 5-15, c'était historique. On n'a jamais vu de mouvement aussi long, tenu, sans faiblir, j'insiste bien, sans faiblir, par la population médicale, mais au contraire, en augmentation progressive. Souvenez-vous du premier chiffre ridicule qu'avait donné Thomas Fatome, relayé par Marguerite Cazeneuve, relayé par le gouvernement, 15% de généralistes en arrêt d'activité, 6% de spécialistes. C'était évidemment faux et ça n'a fait qu'augmenter. Et la mobilisation qu'il y a eu à la manifestation nationale le 10 avec 20 000 participants, j'insiste bien 20 000, ils étaient là. C'est pas compliqué, il y avait 1,2 km de cortège sur des artères qui font entre 10 et 15 mètres de large. Il y avait plus de 25 000 mètres carrés, je vais y arriver, de manifestations. En gros, 20 000 personnes, sans problème. Et nous aurions été beaucoup plus nombreux si les agriculteurs, mouvement que l'on soutient, n'avaient pas bloqué les trains au dernier moment. Vous savez que des régions comme l'Occitanie, comme l'Aquitaine, comme la Vendée ont été empêchées ou en tout cas ont eu des difficultés pour rejoindre le cortège, ce qui a quand même dégrévé le cortège de son importance. Mais encore une fois, ce mouvement a tenu. Alors, je sais bien qu'un certain nombre d'entre vous disent mais pourquoi on n'a pas fait un mouvement illimité? Très simplement parce qu'il fallait que justement on ait un mouvement dont on ait la certitude qu'il allait frapper fort le gouvernement, et le fait de placer la manifestation entre ces deux parties, la partie médecine de ville qui débordait sur la deuxième semaine, la partie exil en Belgique menée avec brio par Philippe Cuc et le Bloc, c'est ce pilier central qui était la manifestation, allait donner un coup au pouvoir, ce qui n'a pas manqué d'avoir lieu. Et nous savons maintenant, par les contacts que nous avons de différents partis, que là-haut, ça les a fortement ébranlés. Alors, encore une fois, toute la victoire n'y est pas. Je vais y revenir pour vous parler de la suite du mouvement. Je vais y revenir. Mais pour l'instant, je vous fais un petit peu le déroulé de tout. Les curseurs ont donc bougé. La ministre donc nous a écrit, lettre signée de sa main, tampon du gouvernement. Des promesses, évidemment, et nous allons voir si elles sont tenues d'effet. Alors je vous fais le truc un peu en détail. Elle nous a dit que le gouvernement allait poser un amendement de retrait de l'article portant sur la mise sous objectif obligatoire qui, comme vous le savez, est à l'intérieur du projet de lutte contre les fraudes. Donc première étape, retirer cela du projet de lutte contre les fraudes parce qu'il n'est pas normal que les médecins soient considérés comme des fraudeurs et soient mis entre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. Donc retirer du PLF, du projet de loi contre les fraudes, pas du projet de loi de finances. Et puis évidemment retirer, ce qui veut dire qu'on revient à l'ancienne mouture, MSO, MSAP. On va surveiller cela. La ministre veut également qu'il y ait beaucoup plus de précision et de transparence sur les algorithmes de l'assurance maladie qui président à viser tel ou tel confrère de tel ou tel territoire par rapport à sa pratique.
nous veillerons évidemment à l'application et première chose que nous allons veiller évidemment, c'est au vote du Parlement pour le retrait de cet article sur les MSO dans le projet de loi contre les fraudes. J'y reviendrai. L'article 77-78, souvenez-vous, c'est l'ancien 26 ter, 26 carter, donc l'ancien également 24, c'est-à-dire ces articles qui donnent tout pouvoir au directeur de l'assurance maladie de moduler les tarifs des médecins ou de moduler les actes techniques des médecins. La ministre a dit qu'elle était contre. Vous avez vu que Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie, est intervenu devant une commission pour dire qu'il était contre. Il avait dit l'an dernier exactement l'inverse. Il a usé du même type d'article en parlant de rente s'agissant des radiologues et il a diminué autoritairement les tarifs d'un certain nombre d'actes de radiologie, ce qui devait normalement arriver dans les semaines qui viennent. Je vais y revenir. La ministre a dit donc qu'elle était contre et qu'elle allait user d'un vecteur législatif pour mettre à bas ces articles, le 77 et le 78. Il lui faut un vecteur législatif parce que la loi est votée et que seul un décret peut défaire un décret. Donc elle a besoin d'un décret pour aller défaire le décret. Si elle n'en a pas, ça va aller jusqu'au PLFSS 2027 qui viendrait enlever 77-78. Alors évidemment, on n'est pas des perdreaux de l'année. Évidemment. Donc on va suivre cela. On va suivre cela et en attendant, nous demandons à ce qu'il y ait un engagement fort, à la fois de la ministre dans la lettre de cadrage, si la lettre de cadrage avant la reprise des négociations conventionnelles, demandant ou intimant l'ordre. Vous savez que depuis les lois Touraine, l'État est responsable de la politique de santé et l'assurance maladie veille à l'application des décisions de l'État. Donc la ministre est en quelque sorte le patron du directeur de l'assurance maladie. Nous demandons à la ministre d'écrire dans la lettre de cadrage le fait que le directeur de l'assurance maladie n'usera pas de ces articles tant qu'ils n'ont pas été retirés. Et nous demandons par là même au directeur de l'assurance maladie de faire un écrit pour dire que, la même chose, tant que ces articles n'auront pas été retirés, il n'en usera pas. Ça, c'est pour le 77-78. Sur le cumul emploi-retraite, vous avez vu que ça avait été attaqué par le PLFSS, par la loi de finances, pardon, que ça avait été enlevé, ce cumul emploi-retraite, et donc, les confrères les plus anciens d'entre nous qui servent le pays sur tout le territoire en acceptant volontairement de faire leur boulot de médecin alors qu'ils sont à la retraite, doivent être favorisés sur tout le territoire. La ministre a dit qu'elle allait revenir sur cela en favorisant le cumul emploi-retraite sur les zones en tension. Alors, ce que nous lui avons dit, c'est que ces zones en tension, la carte des zones en tension, qui est la carte des ZIP et des ZAC, ne correspond à rien aujourd'hui, c'est totalement obsolète, et donc, nous avons demandé à ce qu'elle élargisse largement le prisme. Le problème qui se pose à elle, c'est que la loi étant votée, elle a besoin d'aménager la loi, elle ne peut pas la retirer si ce n'est avec un décret, pareil, qui viendrait supprimer cela et recréer le reste. On verra si ça vient dans le temps, mais en tout cas, on a dit qu'il fallait qu'elle élargisse le prisme beaucoup plus parce que les médecins retraités, on en a besoin partout et sur tout le territoire, il faut les favoriser grandement parce que, ne serait-ce que pour la médecine générale, 15% des médecins généralistes, ce sont des retraités actifs. La quatrième année, vous savez que les jeunes dénonçaient le fait que cette quatrième année qui était construite pour favoriser l'installation en médecine libérale a été complètement dévoyée par les doyens des hôpitaux qui en ont fait un outil pour l'hôpital, qui ont modifié le mode de rémunération des jeunes, qui n'a plus aucun rapport avec la médecine libérale et aujourd'hui on se retrouve avec quelque chose qui est totalement dévoyé et les réunions en COSUI, c'est-à-dire la commission de mise en place de cette quatrième année, n'ont servi à rien et donc les jeunes nous disent, nous, si on n'a pas des garanties qu'on revient à l'état premier de cette loi, c'est-à-dire d'un service à la médecine libérale, on se retirera des réunions. Évidemment, si les jeunes se retirent, on me leur a dit, on se retirera aussi nos syndicats seniors parce que toute atteinte aux jeunes, et je l'ai redit ce soir à l'intersyndicale, et j'ai demandé à ce que les jeunes qui seront reçus lundi par la ministre, la NEMF, l'ISLAR, IMG, l'ISNI, réagir, jeunes médecins, que les jeunes disent à la ministre que c'était officiel, les syndicats de seniors soutiendront les jeunes chaque fois qu'une attaque leur est faite. Les soutiendront non seulement en parole, mais également en acte, en financement, en organisation, etc., parce que les jeunes, c'est ceux qui vont nous soigner demain, c'est la médecine de demain, c'est l'avenir de la médecine, c'est le pilier même de notre combat. Je l'ai dit à chaque fois qu'on a fait ces Zooms qui ont mobilisé plus de 20 000 personnes, j'y reviendrai un peu plus tard.
Mais je l'ai dit, ce combat que nous avons mené, c'est d'abord un combat pour les jeunes, c'est un combat pour leur avenir. Il est hors de question qu'on leur ôte cet avenir. Ce combat, c'est un combat pour le choix des jeunes, leur choix de secteur d'exercice, leur choix de pays d'exercice, leur choix de type d'exercice. Enfin voilà, la liberté, c'est le choix. Et nous, seniors, on est là pour offrir la liberté aux plus jeunes d'entre nous, mais aussi aux plus jeunes qui rentrent dans cette profession, qui ont fait le choix de s'engager, qui tiennent les hôpitaux à bout de bras, vous le savez, qui s'épuisent à soigner, qui parfois s'épuisent jusqu'au drame. Il faut changer tout ça. Et donc, on leur a dit qu'ils pouvaient compter sur nous, à chaque instant, à chaque minute, à chaque heure de leur boulot de syndicalistes et de défense de la médecine des jeunes. Le S3, je viens aux points qui fâchent, les points qui n'y sont pas. Le S3, oui, la ministre n'a rien dit sur le S3 et c'est pas faute de l'avoir défendu. Alors le S3, vous allez voir, il y a un communiqué qui va sortir ce soir pour l'intersyndicale, un communiqué qui dit que le mouvement est suspendu. Il n'est pas arrêté, il est suspendu. Qu'est-ce que l'on veut dire par là? Vous savez que quand on est à l'intersyndicale, il faut choisir le dénominateur commun de tous. On a dit qu'il était suspendu parce qu'évidemment, on est très focus sur l'application, la mise en pratique, la mise en concrétisation de ce qu'a déclaré la ministre. Donc évidemment, on va regarder, et s'il n'y a pas d'application, s'il y a trahison, évidemment, nous relancerons ce mouvement, et ça, tous les syndicats s'accordent à le dire. Le mouvement n'est pas arrêté, il est suspendu. Sur le S3, ce point-là n'était pas soutenu par toute l'intersyndicale. L'UFML, vous le savez, soutient les médecins S3, les soutient depuis le début, les soutiendra toujours, va attaquer en justice, je vais y revenir, mais tout le monde, tous les syndicats n'étaient pas dans cette position-là, donc ce n'est pas traduit dans le communiqué. La ministre n'a pas voulu revenir sur le déremboursement honteux des prescriptions des médecins en secteur 3. Nous lui avons expliqué que c'était le point certainement le plus important et le plus scandaleux de cette loi de finances, en ce sens que cela créait une obligation, je dis bien, de conventionnement, puisque si vous sortez, vous êtes mort économiquement, et que dès l'instant où on rend le conventionnement obligatoire, il n'y a pas de raison que les gouvernements qui vont suivre travaillent à l'attractivité de la convention, puisque on ne rend pas attractif une prison. C'est en quelque sorte la symbolique de la médecine de l'Est. On construit des murs, on rend prisonniers les gens dedans, et quand il y avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, souvenez-vous, les gens ils sautaient le mur de l'Est vers l'Ouest, ils sautaient pas de l'Ouest vers l'Est. Et donc là, on est en train de construire cela, on l'a dit à la ministre, on l'a dit, vous faites une erreur énorme, qui plus est, vous allez favoriser demain la chute du monopole de la sécurité sociale, parce que dès l'instant où vous avez des médecins qui exercent sans être du tout remboursés, le privé va s'y mettre évidemment, et donc vous aurez ce que vous allez chercher, deux médecines différentes au niveau du financement, mais ça c'est vous qui l'aurez cherché. Mais j'y reviendrai. En tout cas, ce qui est certain, c'est que sur le secteur 3, le combat n'est évidemment pas fini, et nous allons maintenant, avec nos consoeurs et nos confrères du syndicat des S3, nous allons financer et travailler à combattre juridiquement cet article, et je vais vous dire quelque chose ce soir, ça sera notre secret, nous allons gagner. Nous allons gagner parce que nous allons attaquer devant le Conseil constitutionnel. Si nous perdons en QPC, en question prioritaire de constitutionnalité, nous irons au Conseil d'État, puis nous irons à la Cour européenne, mais sachez-le, nous n'allons pas laisser tomber ce combat et nous allons le gagner. Et nous allons en quelque sorte venger nos consoeurs et nos confrères du secteur 3. Nous allons laver leur honneur, puisqu'ils ont été montrés du doigt, stigmatisés, salis. Il n'est pas question que nous laissions tomber nos consoeurs et nos confrères du secteur 3. Qu'on se le dise, qu'on se le dise. Ce mouvement n'est pas terminé, il est suspendu, il se poursuit par d'autres moyens et il reprendra, je vous le redis ici, pour ceux qui prennent en cours cette vidéo, communiqué de presse commun de l'intersyndicale ce soir, le mouvement est suspendu, mais il reprendra dès l'instant où nous verrons que les décisions de la ministre se trouvent non appliquées. Non appliquées. On relancera à ce moment-là le mouvement. Et puis il y a, évidemment, qui vont suivre derrière, immédiatement derrière, la loi de finances, la loi Garot, vous le savez, la loi Mouillet, la mise en application du rapport Monet-Rousset. Et là, j'ai déjà dit aux journalistes qui m'ont interrogé ce soir, je vais vous donner une petite
primeur, je l'ai déjà dit, si les parlementaires français s'avisent à voter soit contre l'amendement de retrait de la mise sous objectif, soit font passer la PPL Garot, c'est-à-dire qu'ils s'attaquent, ils mettent fin à la liberté d'installation, idem pour la loi Mouillet, et ils mettent fin à l'existence même du secteur 2. Alors, évidemment, le mouvement reprendra, mais en plus de ça, l'UFML va organiser l'expatriation des médecins, c'est-à-dire va mettre en connaissance tous les médecins de tout ce qu'il faut savoir pour aller exercer dans tel ou tel pays. Vous savez qu'il manque actuellement dans le monde 6 millions de médecins. D'ici 10 ans, il manquera 12 millions de médecins dans le monde. Ce qui veut dire que nous allons vivre un mercato de la médecine. Donc je dis, et j'ai dit déjà sur France Info ce soir et sur RMC, si les parlementaires ne respectent pas la médecine libérale, alors l'UFML mettra tous les moyens pour que les médecins qui veulent aller exercer dans des pays qui les respectent puissent y aller. Et donc, d'ores et déjà, nous disons aux parlementaires, ne jouez pas au con. Si vous attaquez la médecine libérale, alors nous donnerons les moyens aux médecins qui le veulent d'aller exercer dans des pays qui les respectent. Sachez-le. Mais si vous ne nous respectez pas, nous ne vous respecterons pas. Et nous quitterons un pays qui foule aux pieds la médecine de France. Que ce soit bien clair. Bien clair. Voilà ce que j'avais à vous dire pour la partie lettre, courrier de la ministre. Encore une fois, je vous le redis, ce mouvement n'est pas arrêté. En intersyndical, la décision a été prise qu'il était suspendu et qu'il pouvait reprendre à tout moment si les décisions de la ministre ne sont pas respectées, si c'est l'inverse qui est fait, si la loi Garot ou la loi Mouillet passe, si le rapport Monet-Rousset est mis en application, etc., etc. Nous serons extrêmement vigilants par rapport à ça. Nous allons attaquer, je vous l'ai dit, au juridique, Conseil constitutionnel, Conseil d'État, Cour européenne de justice, le déremboursement du secteur 3, et je vous l'ai dit, nous allons gagner, nous allons mettre tout notre poids, à la fois moral, à la fois physique, parce qu'il faut, dans le combat, s'y mettre physiquement, mais également financier, pour aller aux côtés de nos confrères et de nos consoeurs, secteur 3. Le secteur 2, c'est pareil. Nous défendons toujours le secteur 2 pour tous. Il n'est pas question que nous laissions des politiques, idéologues et nombrilistes s'attaquer à ce qui fait l'essence même de l'exercice d'un certain nombre d'entre nous et dont nous voudrions qu'il soit l'exercice de tous. Donc, voilà, restez à l'écoute et restez autour de ce combat. Moi, je voulais vous dire après, au-delà de ça, que j'ai été fier de mener ce combat. Vous savez quel a été l'engagement de l'UFML, quel a été l'engagement du conseil d'administration, du bureau de l'UFML, de tout ce qu'ils font l'UFML, je vais y revenir, et quel a été mon engagement. Je sais quel a été l'engagement aussi du bloc, quel a été l'engagement des autres syndicats, mais je sais combien ces deux entités ont joué un rôle extrêmement important, première semaine, deuxième semaine. Et ces entités sans vous, elles ne seraient rien. Elles ne seraient rien parce que c'est vous qui avez accompagné ce combat, c'est vous qui avez su le mener, qui avez su amener ces modifications progressives de la loi de finances, même si tout n'a pas été ramassé. Une bonne part, quand même, a été ramassée, je vous le redis, l'atteinte au secteur 1, la surtaxation du secteur 2, l'article 24, le DMEP, le 77-78 ex-26 ter 26 carter, on verra bien comment c'est appliqué, la MSO avec l'amendement de suppression, le cumul emploi-retraite, la 4e année qui va se modifier, enfin quand même, il y a un certain nombre de choses qui ont bougé, on déplore le secteur 3 et on va travailler pour que la victoire soit totale, sachez-le. Ce mouvement, il a été énorme, je vous le dis. Il a réussi à faire parler de la médecine libérale partout et par tous. Ça fait des années, moi ça fait 30 ans que je me bats, 30 ans que je me bats pour l'honneur de la médecine. Et franchement, j'avais rarement entendu parler autant de la médecine libérale. Là, j'avais entendu parler de certains sujets.
de points précis sur notre exercice, le tiers payant généralisé par exemple, les réseaux de soins par exemple, des points comme ça précis. Mais une coupe transversale de ce qui fait nos exercices, de ce qui fait la médecine libérale. Une coupe transversale qui montre ce que nous faisons auprès des malades, qui montre quel est cet exercice, qui montre quel poids a la médecine libérale à la fois dans l'organisation de la France et dans la vie de nos patients. Jamais je l'avais vu. Vous savez qu'on voit tout le temps les politiques, droite, gauche, extrême gauche, centre, etc., parler de l'hôpital. Je dis pas que l'hôpital souffre pas. L'hôpital a ses problèmes en lien avec les politiques sanitaires successives, et là aussi j'y reviendrai. Mais la médecine libérale, elle est jamais mise en avant. Et là, ce mouvement, il l'a mise en avant. Et je peux vous dire que là-haut, ils ont eu peur. Ils ont eu peur et c'est pour ça que les choses ont bougé. Je voudrais quand même que ceux qui sont, on est toujours un peu déçus à la fin, on n'est pas à la fin, on est en suspension, mais à la fin d'une première partie de mouvement, on est toujours un peu déçus, on a l'impression que c'est inachevé. Je voudrais vous dire, à ceux qui verront cette vidéo, elle est longue, il faudra de la patience, je suis désolé, mais je suis intarissable. Je voudrais vous dire que les lignes ont bougé. Et il vous faut quand même regarder l'impact que ce mouvement a eu. Ce qu'était la loi de finances au départ, ce qu'elle est devenue ensuite. Et je voudrais que vous soyez fiers de ça. Vous avez fait bouger les lignes. Et vous avez fait parler de la médecine libérale. Et vous avez fait peur aux politiques. Mais vraiment, on a eu les retours, vraiment. Ils se sont posés des questions, ils ont essayé de minorer ce mouvement. Ils ont essayé de le tirer vers le bas au maximum, et puis ils n'y sont pas arrivés. Et ils se sont fait déborder par votre enthousiasme, par votre volonté. Donc ne soyez pas tristes. Soyez fiers au contraire de ce que vous avez fait, de ce que vous faites et de ce que vous ferez. On est un corps de santé, je vous l'ai dit, je l'ai dit lors du discours de fin, on est un corps de santé, ce corps de santé est malade. Je vous ai dit que j'avais été fier de voir une médecine heureuse, inquiète mais heureuse. Chaque mot que j'ai dit à ce discours de fin, en impro total, chaque mot que j'ai dit, franchement, j'en regrette pas un. Ils sont justes et à la bonne place. Fiers, heureuses mais inquiètes. Un mouvement historique sur le fond comme sur la forme, une intersyndicale qui a tenu, des Zooms nationaux auxquels vous êtes des milliers à avoir participé. On a mobilisé grâce à Joël Toledo, notre responsable et organisateur de la communication numérique que je salue ici, pour le service qu'il a rendu à la profession. Il n'est pas médecin et si vous saviez l'engagement qu'il a pour se battre pour la médecine de France, il se bat plus que certains d'entre nous. Ça a mobilisé plus de 20 000 médecins différents. À la manif, je n'ai pas arrêté d'être arrêté par des gens qui nous ont dit on participe au Zoom, c'est génial ce que vous faites, etc., etc. Cette chose-là a pesé. Je remercie Maxime Bitan, qui est notre communicant numérique, celui qui fait tous les clips, qui fait les vidéos, qui fait tout ce qui est graphisme. Et Dieu sait qu'on bosse jusqu'à pas d'heure. Je l'appelle des fois à 2h, 3h du matin. Il est tout le temps là. Il n'est pas médecin non plus. Et il s'engage à fond pour le mouvement. Et je voudrais que ces deux noms, Joël Toledo, Maxime Bitan, on les remercie parce que sans eux, probablement que ce mouvement aurait eu un petit peu moins de poids. Je vous le dis. Et puis évidemment, le bureau de l'UFML, tous ceux qui constituent le bureau, il faut les saluer. Ils se sont donnés, ils s'y sont filés à l'organisation du mouvement. Les camions, c'est eux. Les banderoles, c'est eux. Les kawaii, c'est eux. Le groupe musical, c'est eux. Bon, je l'ai invité, mais c'est eux qui l'ont fait venir, qui ont organisé. Il faut vraiment regarder ça. Tout ce qu'il y a autour, tout le pôle juridique de l'UFML qui était derrière, Philippe Pizzuti, évidemment Guillaume de Wèvre, notre secrétaire général, puis je pense à Lamia Slitin, à Valérie Briol, à Isabelle Lecoerluc, à Maxime Ballois, David Shapiro, enfin tout le bureau, ce que j'oublie, pardon, mais je suis en direct, mais vraiment tous, quoi. Mais saluez-les, quoi. Ayez le plus profond respect pour cette équipe qui, tous les jours, toute l'année, du matin au soir, du soir au matin, travaille pour défendre la médecine et défendre vos exercices. Sachez-le. L'UFML, c'est une belle maison qui se bat tous les jours, mais tous les jours, pour la médecine de France et en particulier pour la médecine libérale et pour vos exercices. Ce soir, cette victoire, certes non totale, mais quand même, où il y a une bonne part de choses qui ont été acquises, ou en tout cas
annoncées comme allant être acquises, et encore une fois, en intersyndical, on va surveiller leur application, et si elles ne le sont pas, nous relancerons le mouvement, encore une fois. Il faut les saluer. Il faut les saluer vraiment et être profondément respectueux de ce qu'ils ont tous fait. Tous. Et puis je pense au groupe musical qu'on a eu. Vous vous souvenez de ce groupe sur le camion en plein froid qui a joué pendant 4 heures avec une énergie folle, qui a mis l'ambiance. Je pense à vous tous que j'ai vus, qui sont venus me voir tout au long de la manif pour remercier ce qu'on faisait. Et ça, c'est quand vous passez comme ça du virtuel au réel et que vous voyez que les gens suivent. Vous pouvez pas savoir ce que ça fait en termes d'émotion et de joie. Encore une fois, on est un corps et on se bat pour ce corps de santé tous ensemble. Donc voilà, c'était les choses que j'avais envie de vous dire ce soir. Diffuser cette vidéo qui parle à la fois donc de la décision de la ministre et du courrier qu'elle nous a fait, de la position de l'intersyndicale par rapport à ce courrier, de nos positions par rapport aux lois Garot et aux lois Mouillé. Encore une fois, nous n'hésiterons pas à relancer une mobilisation forte allant jusqu'à du déconventionnement collectif, de l'expatriation. On donnera toutes les clés dans les mois qui viennent, etc. Mais on va peser sur le politique, sur le parlementaire. Nous allons peser sur le plan juridique pour défendre et laver l'honneur de nos confrères secteur 3, pour redonner la liberté aux médecins de quitter la Convention quand ils veulent quitter la Convention. La Convention doit être un acte volontaire. Il doit y avoir de la concurrence entre la Convention et la non-convention ou le déconventionnement. De cette concurrence doit naître une amélioration des conditions qui sont à l'intérieur de la Convention et non pas la construction de murs qui empêchent les médecins de sortir, qui déboucherait uniquement sur le fait que la Convention serait de plus en plus imbuvable avec des médecins enfermés en perte de sens totale et qui au final déboucherait sur des médecins qui déplaqueraient ou qui saliraient. Voilà, alors je vous le dis, vous avez mené un immense combat. Vous avez mené un combat véritablement historique, je vous le dis. Et autant la presse que les politiques ne s'y trompent pas, ils ont compris que la mobilisation était historique. J'ai bien vu que vous aviez tout le temps la sensation que c'était pas assez relayé, etc. Pour être un peu un homme de médias, parce que j'en fais partie quand même un petit peu depuis des années, je peux vous dire que ce mouvement a été très relayé au regard de la concurrence internationale que nous avions. Souvenez-vous, les drames qu'il y a eu, que nous avons vécu, le drame de Grand Montana, le problème du Venezuela, les agriculteurs, etc., etc. Malgré ça, ce mouvement a pesé. Il a pesé non seulement dans les médias, mais il a pesé médiatiquement, politiquement, je veux dire. Donc, vous avez gagné. Vous avez remporté une part de victoire et ce n'est pas fini. C'est une première ouverture. L'intersyndicale, elle tient dans nos différences, mais il y a plus d'union que de différence. Et vous allez voir que là où l'UFML soutient le syndicat des S3 pour attaquer juridiquement, d'autres syndicats vont arriver et vous verrez qu'on sera plusieurs à avancer en union pour, je vous dis, gagner ce combat qui non seulement donnera la liberté à nos confrères et consoeurs qui sont en S3, mais qui permettra à d'autres confrères, s'ils le veulent, et consoeurs, de sortir de la Convention s'ils le veulent. S'ils le veulent. On se bat pour ça. On se bat pour la liberté. La liberté, c'est le choix. Et donc, on se bat pour ça. Et puis, je vous le redis pour finir, parce que pour moi, c'est le plus important. On se bat pour ceux qui vont suivre après nous. On se bat pour les plus jeunes. On se bat pour les externes. On se bat pour les internes. On se bat pour les chefs de clinique. On se bat pour les assistants. On se bat pour les remplaçants. On se bat pour tous ceux qui font la médecine de France de demain. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire moi ce soir. Écoutez, ça fait un petit moment qu'on discute. J'espère que vous serez nombreux à voir cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. Encore une fois, merci à vous toutes et à vous tous. Merci à ceux qui ont fait grève. Merci à ceux qui se sont déplacés
à Paris. Merci à ceux qui sont venus manifester dans le froid. Merci à ceux qui nous ont remerciés à plusieurs reprises. Merci à ceux qui ont participé aux Zooms nationaux réguliers. Il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. C'est pas fini. L'histoire n'est pas finie. Merci à ceux qui se battent à nos côtés. Merci au conseil d'administration de l'UFML. Merci au bureau de l'UFML. Merci à Joël Toledo. Merci à Maxime Bitan. Merci à tous. Et puis à très bientôt sur les ondes. On continue. Il y aura ce communiqué de presse commun de l'intersyndicale qui sort ce soir. On va être attentif dès lundi aux positions de la ministre sur la 4e année. On est à côté des jeunes. On va être attentif à l'amendement de suppression de la MSO. On va être attentif aux vecteurs législatifs qui permettront d'éliminer le 77-78 et puis aux assurances que nous aurons de sa non-application. On va être attentif à l'extension du cumul emploi-retraite. On va être attentif à l'architecture du combat que nous allons mener sur le plan juridique pour gagner et redonner la liberté au S3. Voilà, merci à tous. Le combat continue. J'ai été fier de mener celui-là, de mener une partie de celui-là, d'être là du début à la fin de celui-là. On va continuer, vous pouvez compter sur à la fois mon énergie et celle de mon équipe pour vous faire gagner encore d'autres victoires. Salut à tous, diffusez cette vidéo, diffusez-la partout, qu'un maximum de confrères et de consoeurs la voient. Merci.